Quel écosystème pour cette aviation décarbonée? Quentin Barascu, bonjour. Vous êtes Bonjour. Head of Technology chez H3 Dynamics. Isabelle Laplace, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-responsable du pôle prospective à l'ENAC, spécialiste en Aviation Sustainability. Et Stéphane Viala, bonjour. Bonjour. Vous êtes Engineering and Program Director chez Ascendance. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. On va faire un rapide tour de table pour apprendre à vous connaître. On commence avec vous, Quentin. Alors, les plus fidèles et les plus attentifs aux aficionados de l'Aéroforum vous auront reconnu parce qu'il y a quelques années, Quentin, vous avez participé, vous étiez encore étudiant. C'était pendant le Covid, oui, tout non? à fait, ouais. Pendant l'édition Covid, en effet. C'est plus agréable d'avoir tout ce monde très attentif, en plus. Oui. Donc, en effet, édition Covid. Bon, je pense que je n'ai pas trop changé. J'ai un peu grossi, mais c'est tout, je pense. Mais en effet, maintenant, je viens dans un nouveau rôle, on va dire. Expliquez-nous en quelques mots ce que vous faites. En effet, donc, je travaille depuis chez H3 Dynamics depuis maintenant 4 ans. En fait, ça correspond à peu près à l'implantation de la société à Toulouse. Donc, H3 Dynamics, on est un apporteur de solutions hydrogène pour le monde de l'aviation, donc en particulier autour de la technologie pile à combustible. Et donc, j'interviens dans le choix des développements, notamment techniques, et dans la stratégie technique. Et donc, on veut se positionner comme un chaînon essentiel de la chaîne de valeur entre ce monde de l'hydrogène et ce monde de l'aéronautique qui, jusqu'à présent, communiquait très peu. Et de par l'historique de l'entreprise et de par les personnes qu'on a en ce moment dans l'entreprise, on pense qu'on est un élément essentiel qui permet justement de créer un écosystème et de faire communiquer ces deux mondes un peu plus, on va dire un peu plus souvent et de manière plus efficace. Donc ça, c'est un axe technologique avec vous, Isabelle. C'est sur l'axe de la formation pour cet écosystème, justement. Oui, tout à fait. À l'ENAC, je ne vous cache pas qu'effectivement, la formation, c'est important. Et nous formons les futures générations de professionnels qui vont arriver dans vos diverses entreprises, diverses industries. Et mon rôle à moi, c'est de les accompagner à différents niveaux pour justement qu'ils soient préparés à finalement relever ce fameux défi alors moi, je dirais, plus que la décarbonation, c'est peut-être la transformation de notre secteur. Et voilà, mon rôle, c'est ça, c'est les accompagner dans ces enjeux-là. Stéphane. Oui. Votre rôle, c'est quoi chez Ascendance? Je vais faire un petit historique parce que j'ai quand même pas mal d'expérience dans l'aéronautique. J'ai commencé chez Airbus, j'ai été chez ATR, donc je connaissais. Et je voudrais juste rebondir sur l'intervention qui a eu lieu juste avant. On parle du SAF, donc on a vu que ça allait être rare et cher. Donc une façon de pouvoir relever le défi, c'est aussi de réduire la consommation. Et nous, un de nos motos et une conviction que l'on a depuis un moment, c'est l'hybride. C'est-à-dire l'hybride permet de réduire la consommation et donc de donner l'opportunité de pouvoir avoir une énergie alternative, que ce soit de l'hydrogène ou du SAF. Et donc on développe cette technologie que l'on démontre aujourd'hui sur banc et on développe aussi un aéronef à décollage vertical et qui transitionne pour faire des legs assez longs, donc grâce à l'hybride, par rapport à ce qu'on entend des taxis volants. Nous ne sommes pas un taxi volant, c'est pas un nouvel usage, c'est plutôt aller développer du point à point, parce qu'aujourd'hui, je suis convaincu, et j'étais convaincu déjà quand j'étais chez ATR, que le point à point, c'est essentiel. Aujourd'hui, vous faites un Toulouse-Munich en passant par Paris. Alors non, Toulouse-Munich, ça existe, alors un Toulouse-Rome, en passant par Munich ou autre part. D'un point de vue énergétique, c'est pas efficace. Donc le point à point, c'est quand même une solution aussi qui va permettre d'optimiser les trajectoires. Et donc c'est un petit peu tout ça sur lequel on travaille. Et j'ai la chance d'être le directeur technique de cette entreprise Ascendance qui a un passif, puisque les fondateurs d'Ascendance ont fait le premier avion électrique qui a traversé la Manche, qui était l'IFAN. Donc c'est une spin-off d'Airbus. En montant cette table, on voulait montrer les pluralités d'actions. On a deux leviers d'action qui sont plus technologiques et un qui est sur la formation. Alors justement, hors de la technologie, point de salut dans l'aviation décarbonée, Isabelle Laplace? C'est une bonne question. C'est quasi philosophique. C'est quasi philosophique, effectivement. Alors, je n'ai pas forcément moi les réponses à toutes les questions, mais en tout cas, ce que votre question en tout cas, ce que ça m'évoque, c'est la technologie, naturellement. Les progrès technologiques, les évolutions technologiques, ça fait partie et c'est important. Mais aussi, peut-être, je me dis, la technologie
attention, dans quel cadre on va l'utiliser, dans quel contexte on va l'utiliser. Et si on regarde par le passé, on a eu des nouveautés, des évolutions technologiques qui finalement n'ont jamais percé. Certains ont percé, d'autres non. Il y a eu des évolutions. Ça aussi, le contexte, il est important. Le contexte économique, le contexte politique, géopolitique, le contexte social, sociétal, etc. Et je crois que c'est ça aussi, en fait, penser le futur, c'est aussi faire attention, prêter attention à tout ça, parce que le succès d'une technologie va vraiment aussi dépendre, bien sûr, de l'usage qu'on va en faire, et l'usage qu'on va en faire va aussi dépendre du contexte dans lequel on est et des contextes dans lesquels on est, parce qu'on sait bien que des contextes, il y en a une grande variété. Donc, on appelle ça. C'est-à-dire que la vérité d'une technologie aujourd'hui ne sera pas celle de demain et peut-être pourra être redécouverte et peut-être, utile. hein, tout à fait. Enfin, alors nous, je vais peut-être un peu paraphraser ce que fait une de mes collègues, qui s'appelle Corinne Bieder, qui propose à nos étudiants des interventions sur les controverses socio-techniques. Mais en fait, elle prend un exemple sur le nucléaire. Il y a évidemment, le nucléaire a été développé pour avoir l'indépendance énergétique, et donc c'est un choix qui avait été fait au moment de la crise pétrolière, etc., d'avoir cette indépendance-là. Et donc là, c'était pour le rapport de force dans lequel les forces qui parlaient, qui étaient en présence, qui étaient dominantes, c'était pour cet aspect. Ensuite, il y a eu les accidents, malheureusement. Entre autres, bien sûr, Tchernobyl, Fukushima, etc. Et là, tout d'un coup, les voix qu'on entendait s'élever, c'était les risques, un niveau de risque qui faisait peur. Et c'était ces voix-là, ces rapports de force se sont un petit peu changés parce que le contexte avait évolué. C'était un contexte là de risque. Et dernièrement, on a vu que le contexte a encore évolué avec la prise de conscience de plus en plus grande des enjeux climatiques. Donc là, on a dit l'énergie est importante, et donc il y a des enjeux énergétiques importants, et donc là, il faut produire de l'énergie décarbonée, et finalement, à grande échelle, le nucléaire semble pertinent. Et maintenant, le rapport de force a encore changé, on n'entend plus les mêmes arguments, ou du moins, les rapports de force ont changé. Et ça, c'est important, parce qu'effectivement, on est dans des sociétés humaines, et donc, de ce fait, il y a tout un tas d'évolutions qu'il faut prendre en compte. Allez, prenons l'hydrogène, par exemple, avec vous, Quentin. Vous avez dit qu'on en est... Enfin, on en est à quel degré, justement, comment dirais-je, de connaissance, de mise en place dans la filière. Vous dites qu'il y a quand même... on a, nous, un rôle de support auprès des différents acteurs, parce que c'est pas encore ça. On va dire que depuis quelques années, on va dire début 2020, avec les annonces d'Airbus autour de ZeroE, il y a une hype autour de l'hydrogène dans l'aéronautique. Toutes les technologies aujourd'hui, on va dire, la base des technologies existe. On n'est pas non plus sur de la technologie de rupture. Nous, comme je disais, on se concentre beaucoup sur la technologie pile à combustible qu'on veut embarquer dans les avions, mais pas seulement, qui peut servir, aujourd'hui elle sert dans des véhicules. Dans des camions, on peut le voir, notamment c'est un marché qui est assez développé en Asie. Nous, ce qu'on pense, c'est aujourd'hui, il y a un peu un dilemme, et on en a parlé tout au long des présentations aujourd'hui, un peu de la poule et de l'œuf. En fait, qui commence? Est-ce qu'il faut d'abord apporter l'avion, ou est-ce qu'il faut d'abord apporter les infrastructures? Nous, on pense qu'on a un vrai rôle à jouer à permettre de casser un peu ce dilemme et commencer à apporter des premières infrastructures hydrogène sur des sites, notamment par une des branches de nos activités qui est la création d'équipements aéroportuaires, donc tous les petits véhicules qui sont autour de l'avion, certains comme les GPU qui du coup peuvent parfois être à diesel lorsque ils ne sont pas électrifiés ou lorsqu'il n'y a pas des portes électrifiées directement au niveau des terminaux. Et donc on pense qu'il y a une première microéconomie à créer autour de l'hydrogène pour commencer à apporter de l'hydrogène sur site sur les aéroports pour préparer la suite et les futurs avions hydrogène. Donc ça permet de lancer un cycle, un premier cycle de développement. Et donc derrière, nous, on a deux autres activités principales qui sont le développement de piles à combustible compatibles et certifiables à l'avenir pour des avions, que ce soit en embarqué ou en non embarqué, et aussi la commercialisation d'électrolyseurs pour des producteurs de SAF notamment, parce que l'hydrogène, peut-être qu'en tant que carburant pur, il ne pourra pas être appliqué dans tous les usages. Aujourd'hui,
ce qu'on voit en termes de roadmap sur du long courrier, ça paraît assez compliqué de mettre de l'hydrogène pur aujourd'hui. Qui sait, à l'avenir, on ne sait pas s'il y aura des ruptures technologiques. Par contre, comme on le disait dans la table ronde précédente, l'hydrogène sert dans la production de e-fuel. Et là, on a un vrai besoin de e-fuel. On a des réglementations françaises, européennes qui imposent une certaine quantité et des acteurs qui se mettent en place. Donc nous, on se propose de faire justement, d'apporter cette brique électrolyseur pour venir produire de l'hydrogène décarboné. Alors Stéphane Viala, l'œuf ou la poule? On fait comment? En fait, il n'y a pas de solution unique et il ne faut surtout pas être dogmatique quand on parle de tout ça. C'est-à-dire que suivant l'usage, suivant le segment dans l'aéronautique, souvent que c'est des petits avions, des moyens, des gros, la solution ne sera pas unique. Et ça a été un peu évoqué. Bon, une chose est sûre, en tous les cas, c'est que l'hydrogène, c'est un moyen de stocker de l'énergie. C'est-à-dire que ce n'est pas un carburant qu'on trouve naturellement sur la Terre. Il faut le tirer de l'hydrogène, de l'eau, pardon. Donc, c'est un stocker, c'est comme une grosse batterie, l'hydrogène. Ça permet d'équilibrer quand on produit de l'électricité, quand il y a du vent, quand il y a de l'électricité. Donc l'hydrogène, après, peut être utilisé de différentes façons. Ça a été évoqué, ça peut être du SAF, ça peut être brûler de l'hydrogène directement. Et donc, moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, il faut investir massivement sur l'hydrogène. Et c'est bien d'ailleurs qu'Airbus pousse ça en avant. Et donc, après, à la fin, on verra l'avion le plus adéquat pour utiliser les différentes options que l'on aura en face de nous. Après, ce qu'a nommé Quentin, s'il disait pour l'aéro peut-être en cours ou future certification, vous dites que c'est un point assez fondamental dans ce que vous développez aussi, la réglementation, et les certifications, pourquoi c'est crucial? Ah oui, ça c'est un vrai sujet de fond. Quand on veut innover, surtout dans l'aéronautique, donc on est dans un écosystème qui est réglementé par la certification. Il faut savoir que la certification, c'est quelque chose qui est basé sur... Enfin, la certification telle qu'elle est aujourd'hui, en particulier la 1625, elle est basée sur tous les événements qui ont eu lieu dans l'aéronautique. Donc la réglementation hérite de dizaines et dizaines d'années d'avions qui ont volé avec des événements. On a des exemples assez cocasses d'ailleurs dans la réglementation. Juste un petit exemple pour vous distraire. L'oiseau de 8 livres, dans la réglementation, il ne voit que le VTP, puisqu'il faut certifier le vertical, enfin le VTP en français, c'est la dérive à l'impact à l'oiseau de 8 livres, parce qu'un jour, il y a eu un événement d'un oiseau qui s'est pris un... Voilà, donc c'est un héritage. Alors quand vous êtes en rupture, et donc quand on développe des technologies, la réglementation, elle n'existe pas forcément. Quand on parle d'hydrogène, quand on parle d'hybridation. Nous, depuis le début de l'année, on discute avec le HASA, qui est l'autorité de certification, et c'était la première architecture hybride qu'ils voyaient. Donc quand vous discutez avec eux, ils apprennent aussi, quoi. Et là, il n'y a plus d'usage, puisqu'il n'y a plus de choses qui existent avant. Il n'y a pas d'avions qui volent déjà. C'est vous qui certifiez les certificateurs, les certificateurs? C'est-à-dire qu'on travaille ensemble pour certifier, main dans la main. Et ça, il faut le faire dès le début. Et souvent, l'erreur qu'on peut voir, c'est quand on veut développer une technologie comme ça, on peut dire et on le voit dans les eVTOL, il y a beaucoup de gens qui ont été très vite en vol sans pilote, par exemple, et ils ont oublié complètement la certification. Et quand ils commencent à se poser la certification, ils réinvestissent parce qu'il faut tout recasser. Nous, on a fait le choix difficile de voler dès le début avec un démonstrateur, avec un pilote à bord, pour se poser ces questions-là et discuter, parce qu'à ce moment-là, on va avoir un permis to flight. Permis to flight, il faut discuter avec les autorités, il faut regarder la safety, il faut valider toutes les organes de... Voilà. Et ça, c'est ce qui nous permet à la fin de dire on développe une technologie qui va pouvoir être certifiée. Ce qui est intéressant, c'est que c'est assez exaltant de défricher, mais en même temps, c'est une terra incognita. Donc, il faut inventer au fur et à mesure. Vous l'avez dit, par exemple pour la certification, mais voilà, il faut avancer pas à pas, un peu dans un brouillard qui peut être très prometteur, comme. C'est ce qui est hyper motivant en fait. Sinon, on serait, en tant qu'ingénieur, on vit un monde aujourd'hui, on est dans l'équivalent de la révolution de fly-by-wire qu'il y a eu chez Airbus, pilotage par commande de vol électrique. Mais là, sur l'énergie, c'est encore pire. Donc on est sur des... Je vais donner un exemple, on distribue du 800 volts. Aujourd'hui, il n'y a aucun avion qui distribue du 800 volts. Distribuer du 800 volts, vous cherchez des composants haute tension. Dans l'aéronautique, il n'y en a aucun qui est certifié. Donc vous allez chercher dans l'automobile, et là vous discutez avec l'autorité quel est le pont qu'on peut faire entre des standards automobiles et la réglementation. Donc voilà, c'est hyper motivant de discuter tout ça et de commencer à préfigurer ce que... Et alors ça, c'est ce qu'on voit sur l'hybride et sur l'électrique. Alors l'hydrogène, c'est encore pire, parce que là, vous avez non seulement l'électrique, et en plus, vous mettez de l'hydrogène à bord d'un avion,
avec des technologies cryogéniques, parce que si on ne fait pas du cryogénique ou du cryocompressé, on n'aura pas les bons volumes. Et donc là, les enjeux sur les réservoirs, sur la gestion du froid, etc., la particule d'hydrogène est très petite, elle traverse tout. Donc là, vous allez vous retrouver et à discuter tout ça avec l'autorité, plus comment on fait en opération, donc ce qui a été un petit peu évoqué, c'est fondamental, quoi. Donc c'est passionnant. Hein, c'est passionnant, c'est stimulant, mais il faut quand même trouver des solutions pour qu'il y ait une rentabilité à terme et des solutions techniques. Exactement, et je suis quelqu'un de très positif, et je vais vous dire pourquoi. C'est que dans les 40 dernières années, l'aéronautique a réduit de 70% la consommation. Ça, il ne faut pas l'oublier. L'aéronautique s'est toujours engagé parce que c'est un écosystème qui s'auto-contraint. Et on s'est toujours engagé, on a toujours rempli nos objectifs. Et je dirais que je suis assez confiant que nous, on va les remplir, mais il faudrait que les autres industries autour aussi les remplissent. C'est un tout à la fin. Moi, je discute souvent avec mes enfants qui sont voilà, le numérique, mais le numérique, ça pollue plus que l'aéronautique et ça continue d'augmenter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'aéronautique, ça représente à peu près 3%. On en est déjà à 6-7% sur le numérique. Voilà, donc il faut que toutes les industries fassent leur effort. Et moi, je suis positif sur le fait que l'écosystème aéronautique arrivera à surmonter ce challenge. Alors Isabelle, on forme comment ces étudiants à toutes ces nouveautés? Est-ce que c'est même, ils rentrent une année, et quelques années plus tard, ils ressortent et c'est peut-être déjà caduque tellement tout est nouveau et... C'est une bonne question, parce qu'effectivement, le secteur est en évolution, vous en êtes les deux témoins. Donc il va peut-être leur donner des bases solides de compréhension du monde déjà. Déjà, arriver à comprendre, bien sûr, quel est le contexte, quels sont les enjeux. Les informer déjà, le choix que nous avons fait, je dirais, il est en plusieurs étapes. La première étape, ça a été de donner un socle commun de connaissances et de compétences à tous nos étudiants, quel que soit leur cursus, c'est-à-dire qu'ils soient ingénieurs, qu'ils soient contrôleurs aériens, qu'ils soient pilotes, etc. Et donc ce socle commun, ça se passe pendant une semaine. On a appelé ça les semaines rentrée climat et enjeux sociétaux. Et pendant ces semaines, donc, ils vont être ensemble, ils vont... Parfois, on va leur donner beaucoup d'ateliers, c'est-à-dire des ateliers où ils vont être en groupe. Pourquoi ? En groupe mixte dans le sens où pris de différents cursus, c'est-à-dire quand ils suivent tout ça, on en a plusieurs centaines à la fois, et on les mixe. On va avoir des ingénieurs avec des contrôleurs, avec des pilotes. Ils vont travailler, ils vont faire des ateliers, ils vont se projeter. On les guide, bien sûr, on est toujours là. Ça peut être, bien sûr, pour mieux comprendre les enjeux du changement climatique, pourquoi on en est là, et ce qui est nécessaire de faire, ça, naturellement. Ça va être aussi les liens avec le transport aérien. Pourquoi le transport aérien contribue au changement climatique, pourquoi le changement climatique influence le transport aérien qui doit s'adapter, etc. Quels sont les leviers d'action qui sont pris en compte, en tout cas qui sont aujourd'hui exposés et développés. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on ne sait pas encore ? Les questions qui restent. Et ça, on est toujours très très franc avec eux. Et donc ça amène beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Voilà. Après, il y a tout sur les enjeux sociétaux, etc. Ça, c'est pour qu'ils aient vraiment cette base, cette connaissance que nous estimons être un socle commun. Et ensuite, selon les cursus, bien sûr, il va y avoir des enseignements un peu plus spécialisés. Les contrôleurs aériens vont peut-être pas avoir les mêmes besoins que des ingénieurs, par exemple. Et là, on est en cours. Alors, bien sûr, il y a eu déjà des choses qui ont été faites les dernières années. Mais, par exemple, on vient de déposer un dossier, l'ENAC vient de déposer un dossier pour être labellisé DDRS, Développement durable et responsabilité sociétale. C'est un label qui est pour l'enseignement supérieur, qui est dur à avoir, mais nous sommes confiants, nous avons un bon dossier. Et dans ce dossier, effectivement, il y a des plans d'action. On a déjà mesuré là où on en était, c'était un gros travail, et on fait le plan d'action. Et dans les plans d'action, il y a qu'est-ce qu'on va faire pour chaque cursus. Qu'est-ce qui manque en fait ? Qu'est-ce qui leur manque à eux spécialement ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider, pour leur donner pas forcément, bien sûr, vu qu'on ne peut pas savoir ce que va être vraiment l'avenir, et il y a encore des incertitudes, mais par contre, leur donner toutes les clés pour qu'ils se posent les bonnes questions, qu'ils aient des connaissances scientifiques, techniques, naturellement, qu'on connaît aujourd'hui, mais qu'ils aient aussi un certain nombre de clés pour savoir travailler ensemble, etc., pour voilà, se poser, avoir un esprit critique, etc. Et je dirais que on a un troisième niveau, et qu'on vient, alors là, c'est tout récent, parce qu'on a aussi, là, je vous disais, pour tous nos étudiants, finalement, hein, dans les différents cursus, mais on avait aussi une demande particulière, parce qu'on a dans nos étudiants un certain nombre qui nous disent «
Mais moi, je veux dédier ma carrière professionnelle à ces enjeux. Je veux rentrer dès mon premier poste et je veux vraiment travailler là-dedans. Et donc, s'il vous plaît, donnez-moi des billes, donnez-moi voilà, pour m'aider à ça. Et donc là, on a la chance, et c'est tout récent, on a une chaire qui s'appelle la chaire Nova Aero, dont les mécènes sont Airbus et Air France. Et j'ai la chance d'être la titulaire. Et dans cette chaire, on va développer un certificat, donc des enseignements en complément, complémentaires, pour vraiment ces étudiants-là, donc un petit groupe d'étudiants qui vont avoir des enseignements très, très précis, très complémentaires, dans le but de quoi? Dans le but, bien sûr, qu'ils aient des connaissances supplémentaires, mais aussi des compétences supplémentaires. Je parlais de faire groupe, c'est important parce que le futur, il se construit tous ensemble. Il ne se construit pas seul dans son coin. Donc déjà, leur apprendre avec leur diversité, à apprendre. Il y a aussi l'analyse critique, savoir prendre du recul sur les choses, savoir avoir une analyse critique, savoir être créatif. Moi, j'y crois beaucoup à ça. Et donc, voilà, dans nos innovations pédagogiques aussi, on fait attention à ça, à les amener à être de plus en plus créatifs, etc., etc. Et donc c'est vraiment ces trois choses que nous, on a choisi de mettre en place. Certaines sont déjà en place, d'autres sont en cours. Et vous voyez, ce certificat, il sera définitivement mis en place à la rentrée 2026, voilà, à partir de septembre 2026. Et donc là, on est en train de le construire et on y croit beaucoup. Quentin, à votre échelle, justement, la notion d'écosystème est importante. On l'a dit, le degré de maturité de la filière hydrogène est encore complexe. Vous avez envie de fédérer, je le répète. Pourquoi c'est important cette notion d'écosystème? Premièrement, déjà, on ne peut pas tout faire tout seul. Pour prendre l'exemple très simple de la pile à combustible, c'est un système un peu magique. C'est un système où on envoie de l'hydrogène de l'air, ça fait de l'électricité. En fait, c'est un système qui est très complexe, qui, on va dire, en extérieur est du moins beaucoup plus complexe qu'une batterie, parce qu'il faut contrôler les pressions d'air, les températures d'air. Là même pour l'hydrogène, ça produit énormément de chaleur, donc il faut pouvoir évacuer cette chaleur. Et ensuite, comme le disait Stéphane, il y a toute la partie électricité qu'il faut gérer, où on est sur des très hautes tensions, à partir du moment où on veut créer beaucoup de puissance. Et donc, ce n'est pas un seul acteur qui va pouvoir le faire. Donc nous, c'est pour ça qu'on a un positionnement à la fois vertical dans la relation qu'on a entre le monde de l'hydrogène et le monde de l'aéronautique, mais aussi à la fois très horizontal, où on va discuter avec différents fournisseurs de compresseurs, de convertisseurs, de pompes, qui, comme ça a été dit, peuvent venir du monde de l'automobile et qu'il faut réussir à embarquer avec nous pour venir dans le monde de l'aéro, répondre à ces exigences, donc des exigences de certification, qui pour l'hydrogène, comme ça a été dit aussi, n'existent pas encore, mais on a déjà des pistes, on sait quel type de tests environnementaux il faut être capable de passer, la manière selon laquelle il faut développer des logiciels, tout ça c'est très codifié et quoi qu'il arrive, on devra le respecter. Mais du coup, on doit emmener tous ces partenaires dans ces développements-là et dans le but d'arriver à un système qui est à la fois assez performant et qui sera certifiable quand la certification sera disponible pour qu'il puisse être intégré dans des futurs avions, que ce soit en besoin propulsif ou en besoin non propulsif. Alors justement, vous Stéphane Viala, vous y croyez beaucoup au fait de travailler ensemble. Vous avez créé des groupes de travail chez Aerospace Valley, même entre concurrents potentiels, pour mutualiser, partager, monter des projets. C'est peut-être ça aussi un des futurs. On parle de différentes pistes, mais... Oui, tout à fait. Je vais juste rebondir sur la pile à combustible dans un premier temps. Mais on pourra prendre aussi la batterie. La pile à combustible, aujourd'hui, on est sur des efficacités intégrées, donc installées sur avion à 50%. Ça veut dire que si vous avez à produire 4 MW, un ATR, c'est 4 MW de poussée. Ça veut dire que vous devez produire 8 MW et vous devez en dissiper 4. Donc on a encore des enjeux technologiques énormes pour améliorer cette efficacité, pour pouvoir effectivement que ce soit intégré. Si je prends les batteries, alors je vais m'auto-bâcher. En 2013, quand j'étais chez Airbus, on a fait la roadmap batterie avec des évolutions, on a fait des trucs hyper intelligents. Attendez, si votre conclusion c'est de dire c'est l'hybride le meilleur, on va non, gagner du temps. C'est pas ce que je vais dire. Et on s'était planté. Mon message, c'est que la partie technologique est quelque chose qui demande du temps à maturer, qui demande du temps à évoluer. Et derrière, il faut
il y a la physique. Et j'aime bien les basiques qui sont donnés. C'est hyper important pour les jeunes, justement, qui sont formés, d'avoir les basiques et d'avoir les ordres de grandeur et d'avoir une compréhension physique des choses. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes arriver, ils sont derrière des chiffres dans des tableaux, mais il manque le sens physique. Et le sens physique est fondamental. Voilà. Et donc, oui, donc moi je suis président de 2PE dans Aerospace Valley, c'est énergie propulsion embarquée. Et après, avec Daher, on a créé un groupe 1623, Daher, Aura Aero, Volta Aero, nous, Blue Spirit maintenant, voilà, où on discute ensemble. Donc on est des plus petits acteurs, puisqu'on ne sommes pas dans la 1625, c'est ce qu'on appelle la 1623, donc c'est les petits avions jusqu'à 19 places. Et on travaille ensemble pour définir qu'est-ce qu'on peut mettre en commun. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre en commun ? Ben, il y a plusieurs choses. Tout ce qui est réglementaire, quand on arrive face à l'autorité et qu'on est ensemble, ben, on est plus fort. Quand on a besoin de faire des essais pour valider des technologies et des évolutions technologiques, ben, si on se met ensemble, on peut amortir le moyen d'essai. Donc même si on est concurrent, alors nous là il se trouve qu'on n'est pas concurrent, on est plutôt complémentaires, mais même dans voilà, quand on discute par exemple givrage avec l'autorité, ben, on est des fois avec Boeing, alors qu'on est concurrent, mais quand on parle de réglementation, c'est l'écosystème dans son ensemble qui adresse l'autorité. Et c'est là où on est plus fort et où on peut faire des choses effectivement qui vont faire du sens. Et comme vous le disiez tout à l'heure, est-ce qu'on apprend à l'autorité ? Ben, l'autorité apprend aussi et elle va apprendre et se nourrir aussi de ce que les industriels vont pouvoir amener. Et même si c'est des industriels qui arrivent et qui sont compétiteurs en face à la réglementation, bah, ça mettra du bon sens dans la réglementation. La 1623 a déjà évolué, contrairement à la 1625. On est perfo-based now, maintenant. C'est-à-dire que la 1623 ne se nourrit pas uniquement des événements services. Elle est en perfo-based, elle est basée sur la performance et sur la safety. Et la 1625 va évoluer. Et c'est le seul moyen d'arriver à faire émerger des nouvelles technologies. Et ça, encore une fois, il faut le faire ensemble. Quentin, vous souhaitez réagir ? Oui, peut-être pour compléter. En effet, aujourd'hui, on est sur des efficacités qui sont de l'ordre de 50%, du coup, qui n'ont rien à voir avec les efficacités d'une batterie, en effet, hein, où on peut être 98%. Mais par contre, on croit beaucoup à l'hybride, donc notamment à ce que développe Ascendance. Hein, on est tout à fait en accord avec ça, parce que une pile à combustible, qu'est-ce que c'est ? Ça, contrairement à une batterie, ça ne stocke pas d'énergie, la pile à combustible. Tout est stocké dans les réservoirs d'hydrogène sous la forme gazeux, liquide. Il y a des développements sur du solide. Par contre, derrière, on va juste transformer. C'est juste un changement d'énergie chimique en énergie électrique, une pile à combustible. Et donc, en fait, là où la force de la batterie, c'est quoi ? C'est que la batterie, malheureusement, elle n'a pas des très bonnes capacités de energy to weight, comme on dit. Par contre, elle est capable de délivrer beaucoup de puissance dès qu'on lui demande. Et une pile à combustible et de l'hydrogène, c'est un peu l'inverse. On est assez vite limité en puissance parce que ça fait des très gros systèmes et du coup, il faut évacuer beaucoup de chaleur, même si là, nous aussi, on a des roadmaps qui montrent qu'on va être capable d'augmenter l'efficacité aux alentours de 60-65% en changeant de technologie de membrane et en changeant aussi la manière d'apporter les réactifs. Mais que du coup, on peut, en combinant les deux, on peut maximiser le potentiel des deux solutions pour répondre aux différentes phases de vol d'un avion. Donc le décollage, la croisière peut se faire sur hydrogène. Au décollage, on est batterie plus hydrogène si besoin. Et donc toutes les solutions sont complémentaires, en fait, même sur un aéronef. Donc là, derrière, il y a des enjeux de certification, mais ça montre le besoin fort d'un écosystème pour pousser, on va dire, jusqu'au bout ces technologies pour qu'elles puissent mais il y a rapidement. quoi ? Il y a des problèmes pas uniquement de technologie, il y a des problèmes de financement, il y a des problèmes... Qu'est-ce que vous préconisez, vous ? Nous, ce qu'on voit, c'est que jusqu'à présent, en tout cas au niveau français, notamment les 2-3 dernières années, il y a eu pas mal de financement au niveau des avionneurs. Donc, ce qui est très bien, parce que les avionneurs font partie intégrante de notre écosystème. Et on a beaucoup parlé de... Parce que nous, chez H3 Dynamics, nous ne sommes pas des avionneurs. Oui, mais ce que vous entendez, c'est qu'il faut que ça finance les équipementiers. Maintenant, ces avionneurs ont besoin de briques technologiques, notamment les avionneurs hydrogène. Et on pense que désormais, il y a un besoin de financer ces briques technologiques de manière plus forte. On a besoin de contraintes réglementaires, on a besoin de contraintes d'avionneurs parce qu'au final, ce sont les intégrateurs. Maintenant, ces contraintes, elles nous retombent dessus. Et une fois qu'on a maintenant ces règles et ces objectifs, il faut qu'on puisse accéder à des financements plus facilement pour pouvoir les financer. Et on espère que, possiblement, on verra quand est-ce que se finissent les débats sur
sur le projet de loi de finances, mais qu'on aura un second volet aviation bas carbone qui nous permettra, qui sera plus orienté vers les équipementiers pour l'aviation décarbonée. Je peux rajouter un point sur le financement, sur la question du financement. C'est-à-dire que le financement en France... On va l'aborder sur une autre table ronde aussi. Hein, vous inquiétez. Oui, mais je peux dire un petit mot ou pas? Bien sûr. Ouais, voilà. Non, je teasais parce que comme il y a... Voilà, sur le financement, moi, ce qu'on vit et ce que je pense que ce que vit H3 Dynamics aussi, c'est que les phases... ce qu'on appelle les early phases, c'est-à-dire que jusqu'à développer la techno, la démontrer, en France, on est très bien supporté. Quand il s'agit après de passer à l'échelle et d'aller sur de l'industrialisation, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on peut voir aux États-Unis, quand on passe sur l'industrialisation, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est là où l'écosystème est important et la complémentarité entre les gros groupes et les petites entreprises comme nous est important pour pouvoir aller après industrialiser et aller à l'échelle. Et ça, je m'arrêterai là s'il y a une table ronde sur le sujet. Mais je rebondissais sur ce qui était dit, c'est-à-dire qu'en France, on a le début, mais il nous manque le bridge pour après aller sur de l'industriel. Et on voit que vous n'êtes pas la seule industrie qui le dit. Hein. On souffre tous de cet état-là. Donc on en a fait part au gouvernement, on discute beaucoup. Mais je pense qu'il va falloir qu'au niveau européen aussi, on se structure pour ça, pour pouvoir... Alors il y a des plans première usine, il y a ce genre de choses, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et il y a la complémentarité aussi avec les gros groupes qui ont besoin aussi des technos qu'on peut développer et qui aussi tirent cet écosystème. Là, je fais une incise, il nous reste peu de temps, mais une petite incise quand même tout au long de cet événement. Je suis en train de me dire, ça n'a pas de rapport avec le financement, mais et si le futur, et si la filière pouvait s'inspirer de l'automobile? On parle beaucoup quand même de ça depuis tout à l'heure. Hein. C'est curieux parce que pendant très longtemps, c'est quand même l'aéro qui a tiré. Oui, nous aspirons de l'automobile, c'est-à-dire que, alors pas sur le modèle, parce qu'en ce moment l'automobile ne va pas très bien quand même, mais sur les... non, pas sur le modèle, mais sur les technos. Sur les technos, aujourd'hui, nous, dans notre entreprise, on a à peu près 20% de gens qui viennent de l'automobile. Et on fait monter des gens qui étaient dans l'automobile sur la réglementation aéronautique parce qu'ils ont l'expérience. Et on utilise à peu près 70% de composants qui viennent de l'automobile. Ça aussi, c'est une piste intéressante. Quentin ? Non, mais tout à fait. Nous aussi, quand on va sélectionner des produits, en fait, on va regarder presque autant des produits qui sont déjà certifiés aéro, mais en fait, il y en a très peu qui existent. Et on va aller très vite vers l'automobile parce qu'on sait qu'on va, notamment tout ce qui se fait dans le sport automobile, il y a un niveau de performance qui est en fait assez proche de celui qu'on demande dans l'aéro, notamment en termes de masse, qui est l'enjeu quasi principal. Et ensuite, justement, ce qu'il faut combler, c'est cet enjeu de sécurité, certification. Allez, je vais vous demander, et ça tombe sur Isabelle, évidemment, la pauvre, de conclure en une phrase, une phrase pour donner votre vision idéale de l'écosystème de l'aviation décarbonée. Voilà, ma vision idéale. Alors, comme ça, je laisse aux deux autres le temps de réfléchir. C'est bien que ça ne soit pas tombé sur moi. C'est dur, ça. Quelle est ma vision idéale? Ma vision idéale, peut-être je suis trop idéaliste, je ne sais pas, mais je me lance. Moi, je trouve que le futur, c'est pas le penser dans son coin, et donc le secteur a plein de projets et c'est très important de les mener. Mais je crois qu'il faut aussi, quand on parle d'écosystème là, et donc on parlait d'automobile en particulier, mais pas que. Donc il y a les autres modes de transport. Donc on s'intègre dans ces autres modes de transport, on s'intègre dans des sociétés, on s'intègre. Et donc voilà. Moi je me dis, idéalement, j'aimerais bien que le futur il soit pensé aussi de façon un peu globale pour voir que ce que nous on fait peut avoir des répercussions par ailleurs. Ça a été déjà le cas, hein. Et voilà, bonne ou mauvaise, peu importe, mais il peut y avoir des répercussions, et ça, c'est important à prendre en compte. Et puis juste, si je peux, je sais que je prêche pour ma paroisse encore, mais on ne parle jamais d'un des leviers d'action qui me semble, pour moi, essentiel, qui est justement la formation et l'information. Parce que quand on connaît, quand on sait, on peut déjà peut-être agir individuellement, agir collectivement, voire voilà, peut-être dédier sa carrière professionnelle à ça. Mais voilà, je voulais... C'était une bonne phrase, Isabelle. C'était une phrase. Quentin. Je pense que ce qui est important de retenir, et on l'a bien senti aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas qu'une solution. Je pense qu'il y a de la place pour du full électrique sur de la très petite distance, sur de l'hybride, sur du régional, donc ce que fait Ascendance, ce que fait Aura, ensuite aussi du régional hydrogène. Et ensuite, clairement, vu l'état des technologies aujourd'hui, il faut du SAF. Donc maintenant, il faut que tout le monde s'organise pour pouvoir mettre en œuvre cette feuille de route. On sait qu'on a des réglementations RefuelEU. Il faut que
l'industrie en général puisse être en mesure de s'organiser pour être capable de produire du SAF. Il faut soutenir les petits acteurs qui vont, comme disait Stéphane, nourrir les grands acteurs comme Airbus, Safran sur certaines technos pour qu'eux-mêmes puissent intégrer dans des futurs avions. Et je pense que vraiment ce qui est important, voilà, c'est de comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule solution. L'hydrogène, ça ne sera pas la panacée ultime, on ne fera pas des Paris-New York à hydrogène en 2035. Et donc ça, c'est un premier point. Le second point, c'est qu'il faut voir le secteur dans son ensemble, il faut voir le secteur, on va dire, avec tout ce qui crée et tout ce qui cause aussi, et qu'il ne faut pas négliger des notions à la fois de sobriété, aussi au moment de pouvoir faire des choix personnels, je dirais surtout. Merci beaucoup Quentin. Le mot de la fin pour vous, Stéphane. Je vais vous surprendre, je ne vais pas parler de technologie. Pour moi, la vision idéale, quelque part, on a déjà beaucoup d'avions qui volent. Il ne faut pas que regarder les nouveaux avions. Alors, les nouveaux avions consommeront moins, etc. Mais il faut aussi se poser la question de comment on peut aussi adresser les avions qui existent aujourd'hui. On a parlé du SAF, qui est une solution. Des SAF avec du drop-in, on pourra en mettre partout. Donc là, le focus sur le SAF est hyper important, qui représente 40% du Flypass 2050. Il y a le trafic. Donc on est à l'ENAC, j'en profite pour le mentionner, le trafic. Moi, j'ai été surpris de voir, il y a quelques années, alors je pense que ça a évolué depuis, mais où on était toujours avec les petites bandelettes, mais maintenant elles étaient électroniques, les petites bandelettes qu'on bougeait pour savoir où étaient les avions. On a des moyens digitaux d'optimisation de trajectoire qui sont fabuleux. On peut mettre, c'est pour ça que l'avion en formation, juste si on met 2 avions en formation, on peut gagner jusqu'à 10%. Quand vous traversez l'Atlantique, vous mettez 3 avions, ben vous en avez 2 qui gagnent 10%, juste en se mettant dans les sillages de 2 autres avions. Ça, ce sont des choses voilà, il faut y penser aussi sur ce qui existe déjà. Parce que ceux qui polluent aujourd'hui, c'est ceux-là. Évidemment, il faut penser au futur, mais aussi il faut penser à cela. Et je reprendrai la citation, formation et information sont essentielles. C'est-à-dire quand on voit le tissu d'ânerie qui est raconté des fois, désolé, dans la presse, et que tout le monde... non, si c'est vrai, et que personne ne réagit parce qu'ils ne sont pas bien informés, il faut bien informer pour pouvoir bien former aussi, et après résoudre l'immense problème qui est en face à nous. Il fallait le dire. Merci à tous les 3. Bravo pour la pertinence de vos interventions.